C'est un petit coin du nord de Paris, apprécié des oiseaux migrateurs. Coincé entre Montmartre et les voies ferrées de la gare du Nord, Barbès est un carrefour cosmopolite qui concentre de nombreuses problématiques des quartiers populaires. L'image médiatique d'un ghetto, la surveillance à outrance de sa population, l'affluence régulière de réfugiés et l'expression publique de pratiques religieuses. Ces éléments si singuliers, ne seraient-ils pas ici l'héritage d'une histoire qui n'a pas encore été écrite? Barbès s'est construit avec les différentes vagues migratoires que la France a connues, mais a surtout été un champ de bataille unique en son genre. L'épicentre de la guerre d'Algérie en métropole, le théâtre principal de la lutte des sans-papiers, mais aussi la tête de pont d'un certain fantasme de l'invasion musulmane. Ces 3 épisodes ont marqué les politiques migratoires des 60 dernières années et ont fait évoluer les mentalités de nombreux Français. Pour nous, qui nous sommes installés ici il y a 7 ans, Barbès est un grand puzzle. Nous avons fait appel à la mémoire des habitants pour nous aider à le reconstituer. Ce sont les batailles de Barbès. Barbès, Rochechouart. À chaque fois que nous rentrons à Barbès, c'est comme un coup de poing. Nous sommes étourdis par la foule et par les cris des vendeurs à la sauvette. Il y a surtout ces sirènes qui nous rappellent en permanence que le quartier est sous tension. Il a d'ailleurs été labellisé première zone de sécurité prioritaire de Paris. D'où vient cette stigmatisation qui ne dit pas son nom? Pour répondre à cette question, peut-être nous faut-il remonter à la période la plus sombre que le quartier ait connue, quand la guerre d'Algérie est arrivée à Paris. Rares sont les anciens qui osent en parler frontalement. Hello. Comment ça va l'ancien? Bonjour, et vous? Vous attendez, salam alaikum. Salam alaikum. C'est pour tout le monde, c'est pour nous, c'est pour... Voilà. C'est notre coin à nous, ça. Hein? Ah oui, bien sûr. Ouais, attends, on va vieillir ici, hein, sur les nouveaux bancs de la ville de Paris. Hein? Exactement. Hein? Hein, comment ça va? Bonjour, salam alaikum. Ça va? On est arrivé à Algérien. Vous êtes arrivé algérien et vous terminez comment? Français? Maintenant? Ouais. Oui. Ouais, bah c'est bien. Moi, non? c'est le contraire que les autres, ça. Pour les 2 nationalités, quoi. Hein? Oui, c'est ça, oui. Moi aussi, Non, j'essaye. Parce qu'il y a une politique avancée, Ouais, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Quand nous avions l'indépendance, ouais, ils nous ont donné un choix. voilà, Celui qui reste français est considéré comme anarchie, voilà, en traite. ouais. Et celui qui voulait la nationalité algérienne, Ouais. il faut qu'il prenne la nationalité. Alors, quand on a la famille là-bas, et puis on a fait l'immigration par étapes, on n'a pas compté, moi, que j'arrive jusqu'ici à la retraite. Avant, on fait, oh, peut-être l'année prochaine, je m'en allais, peut-être l'année prochaine, je fais ça. Mais et quand on est arrivé à 50 ans, Ouais. bah, écoutez, pour démarrer une carrière à notre pays, c'était trop tard. Ah non, tu peux pas, là, non. Alors, majorité des gens, ils ont resté comme ça. Ouais. Tandis qu'après les années 80... Les personnes âgées, entre eux, ne parlent pas de... S'ils parlent de la guerre, ils ne parlent pas de la guerre d'Algérie. Ils parlent de l'Algérie d'aujourd'hui. Ils vont parler de la vie qu'ils mènent maintenant. Mais ils ne vont pas parler de la guerre d'Algérie. C'est trop tabou. Ouais, la mémoire de la guerre d'Algérie, si tu regardes n'importe quelle personne âgée aujourd'hui, quand il dit à un policier bonjour, il dit bonjour chef. C'est déjà très révélateur. Ils n'ont jamais quitté, ça ne les a jamais quittés. Ils sont hantés par la domination. C'est une blessure qui ne se pense pas, c'est pas vrai.
Elle est là, elle est encore vive. Dès qu'ils entendent une sirène, ils regardent. Les personnes âgées sont encore traumatisées à l'heure d'aujourd'hui, moi, je pense. On a un gros souci, c'est que les parents, ne parlent pas à leurs enfants. Voilà ce qu'on a vécu, voilà. Tellement ils ont souffert et ils ont peur de marquer leur môme et que leur môme part avec une certaine haine. Donc on n'en parle pas de ça. C'est très rare que vous verrez un papa comme mon papa dire à son fils, tu sais, pendant la guerre, il va dire, tu sais, pendant la guerre c'était dur, il fallait travailler. Ils vont toujours les encourager dans la voie d'aller travailler, de rester dans les normes et dans les règles. Mais leur dire, voilà ce qu'on a subi, voilà ce qu'ils nous ont fait, voilà ce que c'était. Ils n'en parlent jamais de ça. C'est pas mon père qui m'a raconté, c'est plutôt ma mère qui m'a raconté comment mon père a galéré, comment mon père ne pouvait pas nous parler de ça tellement il en a été blessé, tellement c'est une blessure qui est là, mais qui ne se communique pas à la descendance. Ces drapeaux, si fièrement arborés, sont-ils aujourd'hui vides de sens? Leur présence fut pourtant le symbole de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, menée par le Front de Libération Nationale, le FLN, à partir de 1954. Un épisode majeur de cette guerre sans nom s'est déroulé ici, dans ces cafés-hôtels meublés, dont l'ambiance n'a pas beaucoup changé depuis. هذه قهوة نيل لا بورت كليون. ايه لا بورت كليون قلت لي لنا ريبوبليك نصح 56. وي وي. خدمة روح درت لنا فيزيتير خلينا داير فيزيتير فيه. C'est un café qui a une histoire qui date depuis le début de l'immigration en fait, puisque les immigrés qui venaient d'Algérie, essentiellement de Kabylie, et plus particulièrement encore de ma région, venaient majoritairement à la Goutte d'Or. Et ce sont eux qui ont été parmi les premiers à prendre des fonds de commerce. Et le fonds de commerce le plus désigné, c'est le café. Café-restaurant, hôtel, qui permet donc d'accueillir les immigrés, d'une certaine façon, et de leur permettre de se regrouper aussi par région d'origine. Mon père, quand il est arrivé la première fois, donc c'est dans les années 40, ici en France, il a fait du commerce ambulant. Et c'est progressivement, en s'associant avec un collègue du village d'ailleurs, qu'ils ont acquis un ou deux hôtels. Mais c'était un café FLN, comme la plupart des cafés. On ne pouvait pas être algérien vivant en France sans implication dans la guerre d'Algérie. C'était pas possible. Ou on était pour l'indépendance, ou on n'était pas pour l'indépendance. Donc, le gros des gens étaient pour l'indépendance, qu'ils le veuillent ou non. Chacun des hôtels, chacun des lieux de vie, alors ça, pas seulement ici dans le 18e, mais absolument partout, les gens étaient organisés, le FLN a organisé l'immigration. Déjà à l'époque, le quartier était l'épicentre d'enjeux nationaux. Cette sale guerre, comme on la surnomme, n'aurait-elle pas profondément changé le rapport des habitants de Barbès avec les institutions? Nous avons découvert qu'à 2 pas de chez nous, l'État avait discrètement créé un poste militaire de contrôle des immigrés nord-africains. Des soldats algériens, souvent appelés Harkis de Paris, avaient ainsi été enrôlés pour infiltrer leurs compatriotes proches du FLN. À partir de ce moment-là, le climat de guerre civile s'est accentué dans le quartier.
pareil. Hein. Ah bah le soir. C'était pas... Non mais cette chaîne, il y a beaucoup. Et le 25, il était au coin là. Et vous étiez avec Montaner, c'était au coin. Et alors la rue d'Agoudor, elle était au 28. On était venu, si ça me revient maintenant, dans ce quartier parce que le 18e arrondissement était une région FLN, suivant le découpage du FLN, une des plus petites et la plus forte concentration de population. Donc ça avait un aspect symbolique particulier. Le FLN était arrivé à implanter en France et ici en particulier un État dans l'État. Je me suis aperçu que 80% du financement de ce que l'on combattait en Algérie venait d'ici. Je ne peux pas choisir les autres. Une nuit, ils sont descendus dans mon village, ils ont égorgé 22 paysans qui n'avaient rien fait. Je ne pouvais pas choisir l'autre côté, c'était pas possible. Des pères de famille qui avaient ici 7, 8 enfants. Alors, je ne pouvais pas choisir ce parti-là, quelle que soit son intention, et moi je ne pouvais pas. J'ai vu la cruauté de ces gens-là, et j'ai dit non. C'est la France, de toute façon là-bas, j'étais des Français, donc tous mes oncles, ils ont fait l'armée française, on ne pouvait pas. Seuls des gens de la même origine que les Algériens, et parlant l'arabe, par définition, ou le kabyle, pouvaient nous apporter une idée un peu plus exacte de ce que pensait la population algérienne en France. L'idée, c'était, avec ces effectifs, d'avoir une double présence, une présence voyante qui consistait à faire des patrouilles en uniforme qui n'avaient pas beaucoup d'utilité militaire, mais qui étaient spectaculaires. Donc il y avait un aspect de vouloir démontrer que des musulmans jeunes, en bonne santé, s'engageaient de façon voyante aux côtés de la France. Et puis, à côté, les mêmes ou d'autres, se répandre dans tous les lieux de fréquentation par des musulmans, notamment les cafés algériens, où il y en avait partout, et d'aller là, boire un thé à la menthe, discuter, écouter ce que racontaient les gens et nous ramener des informations. J'ai vécu, étant officier de carrière avec un uniforme, on m'a mis à Paris en civil avec des faux policiers, on ne voulait pas avouer que c'était des militaires. La photo de mon père sur ce journal, en dessous, il y a marqué au dépôt, celui-ci vient de tuer ou de voler. On le punira, mais le problème nord-africain en France ne sera pas résolu pour autant. Ah là là! Ça nous a surpris parce que mon père n'est pas un gangster. Et là, chaque semaine à Paris, la police effectue des rafles pour retirer les éléments nord-africains douteux, mais ne vaudrait-il pas mieux prendre le problème à la racine et stopper l'immigration? Les harkis avaient des mitraillettes, Ils montraient bien qu'ils étaient là. Ouais. Alors, ce que je me souviens petite, c'est d'arrestations, des gens qu'on bousculait, qu'on mettait les menottes dans le car et puis qu'on les emmenait, quoi. On en avait un peu peur parce qu'ils n'étaient pas tendres avec les Algériens. Pour eux, les harkis,
Ils étaient en France, ils avaient un uniforme, ils avaient un certain pouvoir, donc des fois, ils utilisaient ce pouvoir sur leurs frères. Donc, on restait assez éloignés d'eux, quoi. Le 28 rue de la Goutte d'Or était un lieu où il y a eu pas mal de gens qui se sont fait tabasser par la police, par les harkis. Dès qu'on voyait la police arriver, les autocars avec des gens qu'on faisait descendre et qu'on ne voyait pas forcément remonter. Donc on sait, le quartier, tous les gens du quartier savent ce qui se passait dans ce lieu, quoi. Quand on y descendait, on ne revenait pas forcément tout de suite, quoi. Jamais eu de torture ni rien. Non, c'est une invention. Ils font vraiment, ils faussent l'histoire. C'est pas vrai. C'est un mensonge, parce que j'étais là. De toute façon, lorsqu'on a arrêté quelqu'un, il peut vous le dire, nous, on ne s'occupait pas. Je vous rappelle que j'étais officier de renseignement en plus de mes autres fonctions, et j'avais le privilège de faire des interrogatoires. Alors je suis bien placé pour vous parler de torture. Nos soldats avaient interdiction d'interroger quelqu'un. Non. Pour moi, officier de renseignement, l'interrogation, c'est une espèce de joute verbale. Et il faut entrer avec une espèce de complicité avec le type qu'on interroge. Et qui comprenne, comme je vous le disais, qu'on lui demande de meubler des cases. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un drôle de sport. J'avoue que ce n'est pas ça qu'on m'a enseigné dans les écoles de cavalerie, hein. Vous n'êtes pas toujours aussi beau ici, hein? Non. Non, ça dépend des années. C'est tout neuf aussi, ça? Ouais, ouais. Barbès, c'était délicat. C'était vraiment la guerre ouverte. Il y a certaines rues ici que les flics ne peuvent pas passer. Le FLN de là-bas, on m'a dit que tu dois rentrer en France parce qu'on a besoin de toi en France. Et je suis arrivé ici le 11 février 1960. Et puis alors je portais des messages, je portais des enveloppes à des grands chefs, mais moi je ne les connais pas ces chefs. Je dois remettre à quelqu'un. Je dois remettre à quelqu'un l'enveloppe. Et puis lui, il démerde, moi je m'en fous. Chez moi, quand je me souviens de ce que j'ai fait, je me traite de tous les noms. Et je pleure tout seul. Parce que j'avais jeté une grenade dans un commissariat de police. Heureusement que cette grenade n'a pas sauté. Et là, les flics, ils m'ont pris. Qui t'a donné la grenade? Je dis, je l'ai trouvée par terre. Pourquoi tu as jeté sur le commissaire? Je dis, parce qu'on est en guerre. Parce que l'armée française, parce qu'elle brûle là-bas en Algérie des maisons, des commerces et tout. C'est là qu'ils ont commencé, la police de papa ont commencé à me torturer. Ils m'ont enlevé mes dents une par une pour dire qu'il m'a donné la grenade. J'étais pendant 3 mois en torture. Et comme j'avais rien dit, on m'a condamné à mort.
On m'a condamné à mort au mois d'avril. Et au mois de juillet, c'était 62. C'était la fin de la guerre. Tous les prisonniers étaient vides dans le panthéon de la guerre. Enfin, ils nous ont lâchés, quoi. Dans les rues de Barbès, nous n'avons trouvé aucune plaque commémorative de cet épisode tragique et méconnu de l'histoire de France. 4000 morts algériens uniquement dans l'Hexagone. Autour de la table, père et fils n'ont pas parlé. Malgré cela, une transmission de l'ordre de l'indicible a eu lieu. Est-ce que vous connaissez le restaurant? Vous êtes déjà venu ici? Oui. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est toujours pas considérés comme des Français. À partir du moment où on ne ressemble pas à un Français. Ça, c'est dramatique. Mais moi, en tant que Français d'origine algérienne, j'aurais plus de facilité à parler à mes enfants de ce qu'a subi mon père que du racisme que j'ai subi moi, encore aujourd'hui. Parce que ça freinerait peut-être leur motivation. Et, à chaque fois qu'ils vont rencontrer un petit obstacle, ils vont se dire « Ah ouais, purée, mon père, il a vécu ça il y a 50 ans, c'est encore comme ça. » Non, je leur dirais « Voilà ce que ton grand-père a subi et tout », mais je ne vais pas leur dire « Voilà ce que j'ai... » En fait, on reprend la même chose sans que... Là, on ne parle pas de guerre, mais on parle d'évolution sociale. Moi, je m'en sors de jour en jour, je suis photographe, ça fait plus de 10 ans que je suis photographe. Aujourd'hui, je te dis pas que je me fais autant contrôler qu'un jeune qui est assis sur un banc, tu vois. Mais je viens de là. Et cette oppression, je l'ai vécue et je la connais, tu vois. Et quand c'est gratuit, ça me dérange. Mais comme quand un jeune va provoquer un policier gratuitement, ça me dérange aussi. T'es une petite bouffonne, toi. Toi, t'es une petite bouffonne, va défendre les équipes des gens, toi. Voilà. Peut-être que pour des passants, pour des gens qui viennent d'ailleurs ou pour des keufs, quand ils viennent et qu'ils vont voir juste fumer un spliff, ben ça va juste être un glandeur qui fume son spliff. Alors que 20 minutes après, il va aller au travail. Donc ouais, non, c'est pas que des glandeurs. Sur les 100, t'en as peut-être 20-30 des glandeurs. Mais après, t'as des mecs qui travaillent le soir, donc ils sont là posés la journée, ils passent du temps avec leurs potes, ils font des débats sur le foot, c'est la coupe du monde en ce moment, donc ils font débat sur le foot. Et t'en as plein qui sont livreurs. Ils prennent leur petite bécane, leur petit vélo, ils font le tour de Paname, ils livrent aujourd'hui, s'il y a des gens qui mangent, c'est grâce à des mecs comme ça, quoi. Ils prennent leur vélo, leur scooter, et ils viennent, ils te livrent à bouffer. Est-ce qu'un jeune d'ici est différent d'un jeune d'un autre quartier de Paris? Non. Tu vas dans le 16e ou dans des quartiers chics, j'ai l'impression que les jeunes qui ont une cuillère en or dans la bouche, ils glandent plus que nous. Il a envoyé un déclin parce qu'il a fait des trucs avec la mine. Je sais pas, il a fait quoi avec la mine. Je sais pas s'il a vendu un thé. Nous voyons ici sans doute plus fréquemment des contrôles de police qu'ailleurs. C'est aussi parce que Barbès continue d'être un nœud marchand, avec des trafics en tout genre, et où se croisent encore les principales vagues d'immigration que la France a connues.
Dans les années 50, on parlait de la Goutte d'Or comme la Médina de Paris. Depuis les années 70, on évoque le petit Mali des Africains de Château-Rouge. J'ai vraiment choisi de m'installer dans le quartier parce que c'était à la fois un quartier très parisien et à la fois un quartier très cosmopolite et aussi un quartier populaire. La rue, c'est pas seulement un espace pour aller d'un point à un autre, pour circuler, selon la bonne logique de Le Corbusier, mais c'est un espace où tu peux être, tu peux te tenir et tu peux donc parler, bavarder, pourquoi pas t'asseoir et pourquoi pas faire du commerce dans la rue. Et c'est ça aussi qui crée cette différence de visibilité. Ma sœur, par exemple, elle vient de province, elle arrive à Château-Rouge, elle fait « Ah, mais il y a beaucoup de Noirs à Château-Rouge. » Je lui ai dit « Oui, il y a des Noirs à Château-Rouge, mais regarde, petit à petit, regarde, il y a des Antillais, il y a des gens d'Afrique de l'Ouest, on les reconnaît parce qu'ils sont habillés de cette manière-là, il y a des musulmans, etc. Et il y a même des Noirs indiens. » Après les Africains de l'Ouest et les Asiatiques, les derniers arrivés sont les réfugiés du Soudan, d'Érythrée ou de Somalie. Nous les croisons souvent autour de l'église Saint-Bernard. Pourquoi cette attraction des plus démunis pour le quartier? Pourquoi l'actuelle crise migratoire trouve-t-elle un écho si puissant ici? Sans doute grâce à un réseau de citoyens solidaires très dense et un nombre d'associations plus important que dans n'importe quel autre endroit de Paris. Non, ça, tu peux le donner. Non, il est petit. Panier là. Vous n'avez pas du sucre? Vous voulez du sucre? Non, c'est un par personne. Il existe ici une tradition de lutte sociale autour de l'immigration. Antiracisme, droit au logement et à l'asile, avec comme point d'orgue les sans-papiers de Saint-Bernard qui ont consacré le mythe d'un quartier d'accueil. C'est en occupant cette fameuse église, avec le soutien des habitants, que 300 Africains en situation irrégulière avaient déclenché une vague de régularisation inédite en France. Vraisemblablement, les demandeurs d'asile d'aujourd'hui suivent ces mêmes sentiers solidaires tracés il y a plus de 20 ans. Je ne peux pas accepter, moi, qu'il y ait des gens qui dorment dehors, qu'on traite comme des chiens, même moins bien que des chiens. Hein, on leur donne même pas suffisamment d'eau, suffisamment... Ben, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, le quartier reste encore un quartier véritablement d'accueil. Moi, je connais plein de gens dans le quartier de la Goutte d'Or qui vont accueillir des gens. Bon, il y a non seulement... qu'à regarder à la paroisse, là, ils continuent d'accueillir, mais il y a plein de gens qui ouvrent leurs portes pour aider les gens à laver un peu de linge ou bien à prendre une douche, etc. Pour moi, il faut qu'on donne une médaille d'or à quartier Goutte d'Or, hein, en France. Hein. Médaille d'or je ne crois pas. C'est des quartiers où il y a une vie associative qui est importante, où il y a une tradition aussi de résistance et de lutte qui a toujours existé, ne serait-ce que pour quand il y a eu la volonté dans les années 80 de Chirac de détruire le quartier pour en faire un quartier
un peu haute, quoi, complètement différente. Il y a eu quand même des luttes importantes pour garder au quartier son caractère multiculturel et populaire. Et ça a été important. On a gagné là-dessus. Les hommes et les femmes de ce quartier ont su se mobiliser. Ah oui, ça c'est le journal des sans-papiers de Saint-Bernard. Voilà. Ils faisaient un journal. Voilà, voyez. Voilà. On peut dire qu'on a gagné. Hein. Ah, ben oui, on a bien gagné même. Ouais. Ça c'est tout. Bien gagné. Bah, le oui, couginier. vous avez gagné. C'est 80 000 régularisations. Voilà. Hein, 85 000. 85 000 régularisations. Ça c'est ça. Voilà. Tu vois ça. Voilà. Ça c'était dans la glisse ici. Ça c'est les grévistes de la faim derrière le port. On prenait les chaises pour bloquer la porte là, c'est le truc. Et ils ont pris une gaz pour nous pomper l'intérieur. Tout à fait. Pour que, voilà, parce que comme ils ont cassé, nous on les bloque avec les chaises. Voilà. S'ils mettent un trou, on bloque. À l'intérieur de l'église, les chaises servent de barricade alors que le père Coindé célèbre la messe. Mais si tu crois aux hommes. Les portes de l'église sont défoncées à coups de masse, les barricades sont renversées, les gendarmes mobiles pénètrent dans l'église. Si tu as vécu en tant qu'ancien sans-papier, il va te laisser des traces. Ça revient dans ma tête comme un film. Comment je suis sorti les premiers jours pour aller lutter, pour avoir mes papiers, tous les galères, grèves de la faim que j'ai vues pour avoir ça. Je suis d'origine mauritanienne. Je quitte mon village natal à l'âge de 22 ans. J'ai fait 2 ans dans mon capitale Nouakchott. Et après 2 ans, je suis parti en Libye et je suis venu par l'Italie. Et je suis rentré en France à l'âge de 24 ans. Mon premier patron, c'était une société qui fait le ménage. Je suis parti avec un réfugié, l'asile que j'ai demandé. Et voilà, j'ai commencé à travailler. 6 mois après, ils ne renouvellent plus mon asile politique. C'est l'État qui nous a retiré ces papiers-là. On était des sans-papiers. Voilà, moi j'étais là. Je dormais ici, le pied est par là, avec Berké et Amadi Camara, qui fait 20 ans. Et c'était là le combat. Combat qui était là. Des premiers jours qu'on est rentré, et les grévistes de la faim, ils étaient là. 10 personnes. Les médecins du monde, je me rappelle, ils viennent, ils mettent leurs machines qui font les tensions, tout ça, ils les posent là. Et finalement, ils ont dit, un être humain peut vivre 2 mois. Donc, ils ont averti le gouvernement pour dire, attention, 52 jours, c'est devenu grave. 8 jours qui manquent 2 mois, la France peut avoir un mort à cause d'un bout de papier. Largement médiatisé, cet événement reste encore gravé dans la mémoire collective. Il a aussi donné naissance à une coordination nationale qui lutte toujours pour la régularisation de tous les sans-papiers. Depuis qu'on a occupé l'église Saint-Bernard, c'est comme, pour moi, on a touché le quartier Goutte d'Or, on a gagné le combat. Parce que grâce à ce quartier-là qui a pu mobiliser toute la France, tout le monde a fait une bloc autour de nous, de dire qu'ils sont venus se réfugier dans notre quartier, on ne va pas vous laisser de les expulser. Pendant tout le temps, je crois qu'il y a eu un soutien fort
du quartier. Je crois que le curé avait bien résumé le truc en disant pour moi, disait le curé, la question des migrants, c'était avant une question théorique. Maintenant, les migrants, ils ont un nom, ils ont une histoire, ils ont des visages. Et je crois qu'y compris dans le quartier, c'était vrai. Et il y a eu des liens, des amitiés qui se sont créées. Et je crois que le quartier de la Goutte d'Or, c'est pas pour rien qu'on voit arriver des sans-papiers, on voit arriver des réfugiés. C'est pas simplement à La Chapelle, mais voilà, la Goutte d'Or est marquée par cette histoire-là. Une fois de plus, le quartier n'aurait-il pas un peu changé le visage de la France? À minima, il a fait bouger nos consciences. Ainsi, avant Saint-Bernard, on parlait de clandestins. Aujourd'hui, ce sont des sans-papiers et même parfois des travailleurs sans-papiers qui illustrent ce changement de paradigme. La lutte a beaucoup évolué. Et Saint-Bernard a permis les sans-papiers de s'organiser. Et Saint-Bernard, ça a permis aux sans-papiers de se battre sur le terrain. Aujourd'hui, après 20 ans de Saint-Bernard, la lutte continue. C'est comme il a dit tout à l'heure, camarade, la lutte a continué dans notre forme. À chaque problématique liée à l'immigration, le millefeuille de Barbès semble réagir d'une seule voix. Comme si le militantisme effaçait les différences. Pour autant, dans la vie quotidienne, créer du lien avec nos voisins relève d'un effort réciproque. Comment éviter l'entre-soi et le communautarisme? Il y a une circulation entre les gens qui habitent le quartier, qui sont étrangers, les gens qui habitent le quartier qui sont d'origine étrangère, et les gens qui habitent le quartier qui sont d'origine française. Je ne dirais pas qu'il y a du mélange, il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas d'angélisme, mais je dirais que les gens se côtoient et c'est pas tendu, quoi. On n'est pas dans un endroit où une communauté serait contre une autre communauté. C'est là où tu vois qu'il n'y a pas cet enfermement communautariste qu'on trouverait peut-être dans d'autres capitales du monde où, je ne sais pas, si tu es arabe, tu vas manger arabe, consommer arabe, prier arabe, tout. Là, il y a plus de circulation. Par exemple, si tu vois la sortie de la mosquée de la rue Stephenson, bah, tu vas voir des Arabes et tu vas voir des Africains sahéliens qui sont musulmans. Tous les vendredis, nous assistons à un vrai pèlerinage de musulmans au pas de notre porte. Ils vont à la nouvelle mosquée du quartier, loin de celle qu'il y avait en face de chez nous il y a 7 ans. À l'époque, les jours de grande prière, nous étions étonnés de constater que dans notre pays laïque, on en vienne à utiliser la rue pour une pratique religieuse quelle qu'elle soit. Mais nous nous en sommes accommodés simplement, comme les autres habitants du quartier, jusqu'à ce que Marine Le Pen s'en mêle. Et puis il y a eu des prières sur la voie publique. D'abord c'était rue Mira. Et maintenant il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Ben, je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler, là pour le coup. Une fois de plus, on avait fait de Barbès un bouc émissaire. Nous n'étions pas les seuls concernés. Le manque de lieux de culte pour les musulmans était également une problématique nationale. Nous avons découvert que notre quartier pouvait peut-être y répondre. Paradoxalement, pour trouver un endroit plus spacieux,
il a fallu détruire la petite mosquée en face de chez nous. Quand on arrivait à cette heure-ci ici, c'était bondé de monde, plein de monde. Des gens qui attendaient pour la prière, des gens qui attendaient leur rencontre, des gens qui sortaient de partout. C'était un lieu de vie, disons, familial, parce que là, des fois, se faisaient des baptêmes, des jours de condoléances, des prières sur les morts. C'était un lieu de vie. On a été l'une des mosquées les plus populaires, même par rapport à la mosquée de Paris, parce que nous étions dans un quartier populaire. Nous avions plus de monde que la mosquée de Paris, les vendredis. Ouais. C'était le lieu où, quand les gens venaient faire leur commerce, leurs achats et leur tout, ils se donnaient rendez-vous à la mosquée. Ce qui fait que nous avions non seulement les habitants du quartier, mais nous avions plus ou moins d'autres gens qui venaient d'ailleurs, qui se donnaient rendez-vous ici. Mais avec l'évolution et puis avec la forte augmentation des musulmans, on est venu à occuper, je sais pas, la rue Polonceau, la rue des Poissonniers et venir jusqu'à presque au métro Château-Rouge ici. La mairie était obligée de nous envoyer des agents de sécurité pour essayer quand même de régler un peu, parce qu'il fallait qu'on ferme la rue. Oh, la prière de rue, on l'a fait longtemps, on l'a fait très longtemps, il n'y avait pas de problème. Hein. Elle a duré une dizaine d'années. Hein. Tous les vendredis dans ce quartier de Paris, des centaines de fidèles pris dans la rue. Mais le 16 septembre prochain, la loi l'interdira. Alors en échange, l'État a fourni un nouveau lieu de prière, situé non loin de là. Cette ancienne caserne militaire, laissée à l'abandon depuis 4 ans, elle a été rénovée cet été. Il y a eu justement des mosquées qui ont été ouvertes, et ben c'est tant mieux, voilà, parce que de son comment dirais-je, de son esclandre, de sa provocation, finalement a surgi un meilleur respect de la liberté de culte. Donc voilà, moi je vais retirer ça. Oui, effectivement, il n'y a plus les tapis dans la rue Mira. Alors on pourrait dire, bon, on a perdu le côté exotique, mais est-ce qu'on peut considérer que faire sa prière dans la rue, c'est digne? Non, c'est faute de mieux. Donc maintenant, il y a une mosquée digne de ce nom dans le quartier, et ben voilà, c'est très bien. Donc cette espèce de volonté d'instrumentaliser le quartier il est fort, hein. On peut pas le plier dans un petit papier et dire, voilà, la goutte d'or, c'est la prière des rues. Oui, ben voilà, c'est plus la prière des rues. On apportera les compléments de François Bakuma au fond. Non. Au début, on pratiquait, il n'y avait vraiment pas de... Voilà. Hein? On n'était pas montré du doigt ou du machin, t'es musulman ou pas. Hein? On pratiquait, on partait, on était dans la masse comme ça. Il n'y avait pas ces sentiments d'hostilité. Le sentiment d'hostilité a commencé à venir après. Sinon, au début... Mais la caserne, en fait, la caserne, c'est à titre provisoire, hein? Oui, la caserne est toujours à titre provisoire. Voilà. Parce que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, mais c'est un truc qui va disparaître. Donc, il va falloir trouver le support de base, par exemple, on arrive à trouver notre mosquée. Non, mais bien qu'il y ait la mosquée de la caserne, ça ne résout pas le manque, hein, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se rendre à la caserne. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se rendre là-bas. Donc il y a toujours le besoin, se fait sentir, d'avoir une mosquée dans le centre. Après, une mosquée, c'est pour tous les musulmans de France et de Navarre. Mais tu vas là-bas quand même. Je ne sais plus du tout. Non, ça pour moi, c'est pas une mosquée.
Il y a beaucoup qui disent ça. Il y a beaucoup qui disent ça. C'est peut-être même haram de faire la prière. On dit provisoirement, on va vous donner un autre lieu, pour ne pas employer le mot caserne, parce que jusqu'à maintenant, tu vois, on ne dit pas une mosquée, on dit une caserne. Un gros problème. Faire une prière dans une caserne. Pour des musulmans qu'on dit terroristes, on est tous des soldats là. Il faut savoir que quand la porte de la caserne, puisqu'on va rester dans ces termes, elle se ferme, tu as 5000 personnes qui prient dehors, hein, et 3000 à peu près personnes qui prient dedans. Donc, on est dans la rue, dans un autre dôme, tu vois, fermé. Mais les gens prient dehors, ça ne suffit pas. Cette caserne-mosquée, prêtée par l'État, ne satisfait pas tout le monde. Mais un équilibre a été trouvé concernant le manque de lieux de culte. D'autant plus que l'Institut des cultures d'islam a ouvert ses portes en parallèle. Ce centre culturel de la mairie de Paris abrite aussi une salle de prière. Mais les institutions laïques de la République peuvent-elles correctement répondre aux besoins religieux d'une partie de la population? En tout cas, l'Institut des cultures d'islam est unique en son genre, et plusieurs villes européennes suivent de près ce modèle. Ce qui est intéressant dans l'Institut des cultures de l'islam, c'est cette tentative de superposition d'aspects culturels, du restaurant, de cet espace qui a été dédié au culte. Donc, je dirais que ça, c'est pas si mal réussi. En revanche, je dirais que, malheureusement, ça ne s'adresse pas aux musulmans du quartier. Pour moi, la cible culturelle, elle est complètement hors sol, je dirais. Parce que la population musulmane du quartier, elle est d'origine populaire, et que quand tu es d'origine populaire, tu ne vas pas au musée. Tu me mets dans l'autre, celui-là. Dans l'autre, ici, là, en haut là. Loin de ces débats sur les différences sociales, culturelles ou religieuses, il existe un endroit unique où, avec tous les habitants de Barbès, nous nous rassemblons régulièrement. Un lieu où, pour une fois, le vivre ensemble prend tout son sens. La friche qu'on a là, les gens ils viennent pour se retrouver entre eux, faire la fête, se sentir bien et partager un moment de... C'est vrai que c'est un endroit symbolique, c'est la première mosquée qu'il y a eu dans le quartier. On reste un peu dans le même état d'esprit, sauf qu'on enlève le culte et c'est juste du loisir. Moi, je voulais remettre à l'honneur la pétanque. Parce qu'à l'époque, nous, on jouait au foot, on va dire en haut du Square Léon, parce qu'il y avait un mur, ça s'appelait des molles, et les vieux Français jouaient à la pétanque en bas. Et quand le ballon il tombait sur leur boule, purée, on s'engueulait. Et puis voilà, c'était vraiment les vieux Français, les vieux racistes d'époque avec les bérets et tout. Et puis finalement, à force de s'engueuler, on s'est rapprochés un petit peu, puis ils nous ont appris à jouer à la pétanque. Et on a adhéré au club de pétanque, et tu vois qu'on peut combattre le racisme quand on apprend à se connaître.
On a adhéré, on a joué à la pétanque. Mon frère est devenu champion de France de pétanque grâce à ces vieux-là qui, au début, on ne s'aimait pas réciproquement parce qu'on ne se donnait pas les moyens de se connaître réellement. Et j'ai voulu restituer la pétanque là parce que c'est quelque chose qui rapproche les gens. C'est ça que j'ai retenu de cette histoire. Étrangers, travailleurs sans papier, avec papier, Français, Français musulmans, immigrés, enfants d'immigrés. Les pièces du puzzle de Barbès s'assemblent progressivement. Nous avons l'impression que notre quartier pourrait être, malgré ses imperfections, un modèle d'intégration à suivre. Quoique, depuis quelques années, Barbès change en effet encore une fois de visage. Des nouveaux commerces et une nouvelle population plus aisée font monter les prix de l'immobilier. Sous la pression de la gentrification que subissent beaucoup de capitales du monde, Paris pourra-t-elle conserver son dernier bastion populaire? Une nouvelle bataille se profile déjà à l'horizon.